Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour ce quatrième cours sur l'intérêt de l'IA pour la recherche en santé. Premièrement, nous verrons comment interpréter une étude impliquant l'IA avec moi-même. Et deuxièmement, quelle est la place de l'IA dans la recherche médicale avec Axel Rock. Nous sommes tous les deux en thèse en mathématiques appliquées au centre Borelli. Problématique. Comment interpréter une étude impliquant l'IA? Est-ce que c'est mieux ou moins bien que les tests de Student? Pour cela, on fera une étude de cas avec la prédication de la profondeur de sédation, le RAS, en fonction de la variété cardiaque. On s'appuiera donc sur un article publié récemment. Quand vous voulez traiter des données en santé et en médecine, vous pouvez utiliser des statistiques, comme vous avez pu voir en cours, notamment vous devez sûrement connaître le test de Student, ANOVA, etc. Et sûrement il y en a plein d'autres que vous devez plus ou moins pas connaître. Et ces outils sont accessibles dans plein de logiciels différents, je ne sais pas lequel vous utilisez, et c'est des outils qui sont plutôt bien établis dans la communauté, qui ont des hypothèses qu'on peut vérifier et qu'on utilise dans des cas bien précis. De plus en plus, on voit apparaître le machine learning et le deep learning dans les papiers de recherche et notamment dans les études en santé. Mais c'est un domaine émergent. Il y a plein de précautions qu'il faut avoir, même si les résultats parfois peuvent être bien meilleurs, ils peuvent être aussi parfois bien pires. Pour pouvoir utiliser ces outils, on peut utiliser des packages sur Python, R, notamment il y en a un qui s'appelle Scikit-learn, qui a été réalisé par des Français, voilà, c'est pour votre culture française. Et il y a également PyTorch, JAX, TensorFlow. Tous ces outils, pour être bien compris, nécessiteraient une licence en mathématiques, mais ils sont de plus en plus utilisés par n'importe qui, parce que grâce à ChatGPT par exemple, ou parce qu'en fait, ils ne demandent pas forcément d'être compris pour pouvoir être utilisés. Et donc aujourd'hui, notre but c'est de voir quels sont les points de vigilance quand vous lisez un article scientifique, afin de savoir ben voilà, qu'est-ce qu'on doit en penser à la fin de l'IA qui a été utilisée dans l'article. Premièrement, on ne peut pas faire de bon vin sans de bons raisins. Donc la qualité des données est primordiale, puisque c'est les données qui sont la source des performances des IA. Donc il faut savoir bien préparer les données, idéalement que les données respectent les considérations éthiques, comme vous avez pu voir dans le cours précédent, et s'assurer que les données ne sont pas biaisées. C'est-à-dire que par exemple, ne pas avoir trop de femmes par rapport aux hommes si à la fin vous allez utiliser l'algorithme plutôt sur des hommes, ou pas avoir trop d'une pathologie si cette pathologie est en fait en pratique extrêmement rare. Vous avez compris. Deuxièmement, il y a la qualité de la méthodologie. Donc ça demande un peu plus de finesse, un peu plus de recherche, parce qu'il ne faut pas savoir mélanger les choux et les carottes. Il faut s'assurer que les modèles utilisés sont adaptés, des modèles complexes pour des données complexes. Plus on a un grand nombre de données qui est diverse et de bonne qualité, plus on peut se permettre d'utiliser des modèles complexes. Au contraire, plus on a un faible nombre de données qui sont très homogènes, plus on devrait plutôt utiliser un modèle qui est simple. La plupart du temps, une régression linéaire fonctionne. En industrie, par exemple, on utilise des régressions linéaires 90% du temps. Vérifier la cohérence des mesures de performance. On veut du chiffre, mais des bons chiffres. En effet, les IA, la plupart du temps, en fait, elles optimisent un certain critère et aussi on analyse les résultats au vu de certains indicateurs. Seulement, parfois, les indicateurs qu'on regarde ne correspondent pas à ce qu'on désire. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les indicateurs avant de se lancer dans l'aventure. Il faut aussi pouvoir valider les résultats et la reproductivité des résultats. Parce que souvent, on utilise en fait un seul jeu de données très spécifique pour tester une méthode. Donc, si vous voyez une méthode qui est proposée, c'est important de pouvoir savoir si on a testé sur plusieurs jeux de données ou non. Et si on a testé sur un jeu de données, est-ce qu'on le mentionne et on précise les limitations. Également, il faut toujours se re-questionner sur la pertinence clinique de ce qui est proposé, parce que parfois on a des résultats très significatifs, des scores qui sont très bons, mais qui sont souvent inutiles, parce qu'en fait, on fait des tâches qu'un être humain peut très bien faire et n'a pas du tout besoin d'IA et n'a pas besoin d'être remplacé par une IA. Première chose, alors les considérations éthiques, c'est souvent le plus simple. Alors là, on voit que ça a été approuvé par le consortium IRB, qu'il y a un tableau qui représente les données, donc a priori c'est transparent. On voit aussi qu'il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. Donc, étape checkée. Deuxième étape, préparation des données. Ils ont respecté les guidelines internationales comme précisé. Le RAS a été prélevé une fois toutes les 2 heures dans un contexte de réanimation.
Donc voilà, il le précise, c'est important. Il utilise un algorithme plutôt connu, il donne la citation, donc comme vous voyez, la référence 11. Euh, Ensuite, ils choisissent leur fitus avec une méthode qu'ils vont préciser, et qui a l'air plutôt connue de la littérature. Ils utilisent la transformation Box-Cox pour pouvoir utiliser ensuite l'algorithme SVM. Voilà, c'est les deux dernières lignes. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ce chinois? En fait, l'algorithme SVM, c'est un algorithme de classification ou de régression, selon les contextes dans lesquels on l'utilise. Et il faut voir ça comme étant une régression linéaire améliorée. En fait, c'est une régression non linéaire. Et la transformation Box-Cox, c'est une transformation qu'on fait sur les données pour obtenir de meilleurs résultats avec un algorithme SVM. Voilà. Et globalement, une transformation Box-Cox, voir ça comme étant une standardisation. Troisième chose, est-ce que y a un data imbalance, c'est-à-dire est-ce que le jeu de données est déséquilibré? Alors, en effet, là, ils l'ont précisé qu'il y a trop de données qui représentent des gens profondément sédatés comparé à des patients qui seraient moyennement sédatés ou réactifs. Et donc, pour pouvoir pallier à cela, ils utilisent l'algorithme SMOT, en fait, qui va tout simplement augmenter le nombre de données qui est en déséquilibré. Bon, par exemple, là, il n'y a pas assez de données réactives. Du coup, l'algorithme SNOP va régénérer des données qui ressemblent aux données réactives en augmentant artificiellement la taille du jeu de données. Donc ça permet ensuite que durant l'apprentissage, on soit moins biaisé. Cependant, hein, on gagne aucune information. C'est juste là, on essaye de faire en sorte que l'algorithme ne soit pas trop biaisé. Mais voilà. Donc ça, c'est une méthode de data augmentation. Et vous pourrez en retrouver d'autres dans la littérature. Donc voilà, au niveau de la qualité des données, pour le papier, ça semble bon. Maintenant, on va passer à la qualité de la méthodologie. Alors, est-ce que la méthode SVM est adaptée à notre cas? Il y a environ 3000 données. Il faut savoir que voilà, si vous voulez utiliser du deep learning, souvent on dit faut que ce soit à peu près de l'ordre de 3000 données. Donc là, on pourrait même utiliser du deep learning. Donc a priori, utiliser un SVM qui n'est pas du deep learning, donc quelque chose de moins complexe, ça paraît justifié. On aurait pu aussi utiliser un decision tree, donc un arbre de décision. Une random forest, voilà, c'est un peu plus compliqué qu'un arbre de décision, mais globalement, ça fait à peu près la même chose. Boosting method, c'est encore plus compliqué. Ça donne des meilleures performances si on a plus de données. Mais voilà, ça fait encore une fois plus ou moins la même chose. Là, ils ont montré un diagramme qui permet de comprendre les différentes étapes de leur traitement de données. Donc voilà, ils sont plutôt transparents et leur choix paraît plutôt raisonnable. Au niveau des mesures de performance, est-ce qu'elles sont cohérentes? Alors là, on voit qu'il utilise un leave one out cross-validation. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on entraîne sur une partie des données et on teste sur une autre partie des données. Et là, il y a marqué tenfold. Ça veut dire qu'en fait, on fait ce truc-là 10 fois. En fait, on sépare en 10 paquets notre jeu de données et on entraîne sur 9 paquets et on teste sur le dernier paquet. Et là, il y a un mot-clé qui est très important. Ils disent qu'ils font du left out epoch. Ça veut dire que, en gros, du coup, dans leur contexte, qu'est-ce que c'est qu'une époque? Une époque, en fait, ça correspond simplement à une mesure de race. Donc là, j'ai fait un petit schéma qui représente ce qui peut se passer. En fait, en vert, c'est le cas, c'est par exemple une donnée sur laquelle on entraîne l'algorithme. Donc là, par exemple, on voit qu'on a des features cardiaques qui sont à 70,4 et le RAS est à -1. Donc on donne ça dans notre algorithme qui va apprendre là-dessus. Et après, ensuite, quand on veut le tester notre algorithme, quand on veut voir est-ce qu'il est capable de prédire quelque chose d'intéressant, ben, on va lui donner une donnée où on a encore 70,4, mais sauf qu'on est à 20 heures sur le même patient, et le RAS est à -1. Donc a priori, l'algorithme, lui, il ne sait pas que le RAS est à -1, et on veut voir s'il prédit -1. Mais en fait, il risque fortement de prédire -1 et d'avoir un bon score, parce qu'en fait, c'est exactement le même truc qu'avant. Et donc là, on voit le biais ou plutôt pas forcément le biais, mais en gros que c'est pas réaliste d'utiliser du leave one out epoch, parce qu'en fait, on donne des données de tests qui sont trop proches des données d'entraînement. Dans la pratique, ça ressemble plus à ça qu'il faudrait faire. On faudrait plutôt faire du leave one out subject, c'est-à-dire qu'on entraîne sur un certain nombre de patients et on teste sur d'autres patients. Alors que là, on mélangeait toutes les données ensemble de tous les patients et ensuite on séparait les données, ce qui faisait que potentiellement on pouvait apprendre sur 18 heures et tester sur 20 heures sur le même patient.
alors qu'il faudrait plutôt faire cela. Donc là, voilà, donc là, il y a un problème qu'ils n'ont pas relevé dans l'article et qui est très important parce qu'en fait, ils vont avoir de bien meilleurs résultats que ce qu'ils devraient avoir en faisant du leave one out subject. Quelque chose qu'ils précisent dans l'article aussi également, c'est que il y a un autre biais, mais là qu'il mentionne, c'est que ça prend pas en compte les drogues. Alors que pourtant, vous savez qu'en réanimation, c'est important de prendre en compte les drogues sur le patient pour pouvoir bien doser, etc. Aussi, le dataset est déséquilibré en fonction des états de sédation et en fonction du nombre de données par patient. C'est-à-dire qu'il y a des patients, ils vont avoir par exemple, on va les enregistrer pendant 10 jours, d'autres patients seulement une journée. Donc on aura plus de données sur certains patients et donc en fait notre algorithme va peut-être surapprendre sur les données de certains patients et pas être représentatif de la population de tous nos patients. Mais tout cela est précisé, donc voilà, ils indiquent les limitations, c'est la moindre des choses. Un autre point qui est problématique, c'est au niveau de la pertinence clinique. Alors, on n'a pas besoin d'une grande pertinence clinique pour être publié, la preuve, ils ont été publiés et pourtant c'est pas très pertinent. Là, par exemple, là, il y a 70% de précision en moyenne, mais le système n'est très bon nulle part. Ça veut dire qu'en fait, parfois on peut avoir des systèmes où là, vous voyez la matrice de confusion à droite, où en fait ça nous indique ce que la réalité A, B, C, D, donc soit on est dans l'état A, B, C ou D qui correspondent à des états de sédation, et ce qu'envoie le système. Si on a une matrice de confusion qui est très bonne, en théorie on devrait avoir des zéros partout sauf sur la diagonale. Parce qu'en fait, ce que le système sort est parfaitement aligné avec la réalité. Mais là on voit que dans tous les cas, en fait on est très peu aligné avec la réalité. Donc ça veut dire que, par exemple, sauf pour C où là on est à 90%, ce qui est plutôt pas mal, mais encore, c'est pas top. Si on voudrait à quelque chose qui est pertinent cliniquement, ce serait bien d'avoir par exemple 95%. En gros, il y a 5% d'erreur. Ça voudrait dire que si l'algorithme il nous dit qu'on est dans l'état C, ça veut dire qu'il y a 5% d'erreurs qui se trompent. Donc c'est quand même intéressant. Alors que là, à chaque fois que l'algorithme vous dira un truc, mais en fait vous ne saurez jamais si dans quel état on est. Là par exemple, si vous dit B, on a 70% qui se trompent. Également, dans l'article, il présente des box plots, c'est-à-dire on va dire la distribution des valeurs que peuvent prendre chacune des features pour chacun des états. Et on voit que pour chacun des états, le box plot est à peu près le même. Donc ça veut dire que vous, si vous regardez à l'œil nu sur votre système, si par exemple il y a le battement cardiaque, est-ce que s'il dépasse 90, est-ce qu'on est dans tel état ou dans tel autre, en fait vous ne pouvez pas faire ça et vous le savez très bien, tout simplement parce que la réalité est beaucoup plus compliquée. Et l'algorithme, a priori, arrive à améliorer un peu ça, mais pas tellement. Donc, pour conclure, la qualité de données, c'est OK. Les modèles utilisés sont plutôt adaptés. Par contre, la cohérence des mesures de performance, la validation et la reproductibilité des résultats et la pertinence clinique, c'est plutôt bof-bof. Voilà. Donc, on ne peut pas en conclure grand-chose, notamment parce qu'en fait, on n'a pas fait du leave one out subject. Je passe la parole à Axel. Comme on l'a vu dans l'étude de cas précédente, il est important de bien comprendre les hypothèses et les exigences des techniques d'IA pour pouvoir les utiliser soit dans sa propre recherche, ou bien pour analyser des études qui en utilisent. Maintenant, on va essayer d'élargir un peu notre cadre d'études et on va voir quelques applications de l'IA dans la recherche biomédicale au sens large. L'idée, ça va être de vous donner un rapide aperçu des principaux domaines d'application, puis après de cibler plus précisément le domaine de l'anesthésie-réanimation. À chaque fois, on va s'appuyer sur des publications de la littérature, que vous pouvez retrouver dans la section bibliographie si jamais vous avez envie de creuser un sujet en particulier. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'IA, elle a déjà commencé et elle va sûrement continuer à transformer rapidement un bon nombre de domaines de la recherche biomédicale. Historiquement, le premier domaine qui a connu un impact fort de l'IA, c'était l'imagerie médicale. C'est en particulier grâce au développement des réseaux de neurones convolutionnels, qu'on va appeler CNN en anglais, que des vrais progrès ont pu se faire. Les CNN, ils sont en fait excellents pour reconnaître des motifs dans des images, et ils permettent par exemple de faire de l'aide à la détection de tumeurs, ils permettent d'entourer différents organes dans une image, ou bien ils permettent de classifier de manière assez performante différentes pathologies. À ce sujet, en dermato par exemple, en 2018, les algorithmes d'IA ils ont été mis à l'épreuve face à un groupe international de 58 dermatos. Et dans ce papier, au titre assez dramatique, Humain contre machine, les chercheurs ils ont démontré que pour l'ensemble des tests qu'ils ont faits, la plupart des dermatos ils étaient surpassés par l'IA. On retrouve aussi de l'IA dans la biologie, par exemple en biologie structurale, qui s'est vu révolutionné par l'apparition d'un algorithme d'apprentissage profond appelé AlphaFold. C'est un algo qui permet de prédire la structure tridimensionnelle des macromolécules biologiques, comme les protéines par exemple.
Ce modèle, il a un peu révolutionné la discipline. Par exemple, dans ce graphe qui compare les performances des meilleurs modèles année après année, on peut voir clairement qu'il y a un avant AlphaFold et un après. C'est bien que les résultats de AlphaFold actuel, ils se rapprochent des résultats qu'on pourrait avoir de manière expérimentale. Dans ce domaine, l'IA, c'est donc un outil de travail qui va être à la base de tout un tas de recherches qui vont se faire après. Par exemple, la détermination de structure qui permet de s'intéresser aux interactions médicaments-cibles et donc de découvrir potentiellement de nouveaux médicaments. En anesthésie-réanimation, l'IA, elle a aussi certaines applications. L'une des applications majeures, c'est la surveillance intelligente des patients. L'idée, c'est de proposer aux cliniciens des systèmes d'aide à la décision qui vont suggérer des traitements ou bien faire remonter des alertes sur l'état de santé de leurs patients à partir des données qui sont collectées. Il y a un certain nombre de ces systèmes qui sont des solutions commerciales. Ici, par exemple, je vous ai montré le logiciel Smart Anesthesia Manager. Et bon, les logiciels ont des designs qui sont plus ou moins réussis en fonction des modèles. Voici un second exemple avec le logiciel AlertWatch, qui est peut-être un peu plus clair et qui montre l'état des différents organes d'un patient suivi. Une chose intéressante à remarquer, c'est le petit encadré rouge sur cette figure. Ces systèmes, faut vraiment les voir comme des sortes de conseillers plutôt que des outils de diagnostic à proprement parler. Ils peuvent commettre des erreurs, et au final, il revient aux cliniciens de juger les résultats des systèmes. Il existe cependant d'autres systèmes de surveillance intelligente qui vont eux-mêmes tenter d'appliquer des soins, comme par exemple l'administration automatisée d'anesthésiques basée sur un suivi en continu des paramètres physiologiques du patient. Dans une étude de 2017, des chercheurs ont réalisé une comparaison de la performance de l'administration manuelle de propofol par des cliniciens versus l'administration automatisée par IA basée sur le suivi continu du BIS. Et ces chercheurs, ils sont arrivés à la conclusion que l'IA était globalement plus performante, notamment pour le maintien d'une valeur cible de BIS. Enfin, la seconde application majeure de l'IA en anesthésie-réanimation, c'est la prédiction des complications. En général, ça consiste en l'entraînement de modèles de machine learning sur des données du patient pour tenter de prédire les risques liés à son état. Ici, on a l'exemple tiré d'une publication de 2018 qui a cherché à prédire l'hypotension artérielle. Ils ont développé un modèle et ils ont montré que leur modèle il pouvait prédire la venue d'une hypotension avec une sensibilité de 85% jusqu'à 15 minutes avant son arrivée. Certains chercheurs essayent même de prédire la mortalité post-opératoire. Dans cette étude, les auteurs ils ont développé un modèle assez simple de réseau de neurones qui essaye de prédire la mortalité d'un patient avec ses données médicales. Et bon, on se rend compte que le modèle il n'est pas encore très au point. En fait, il va renvoyer une prédiction de mortalité continue entre 0 et 1, et donc c'est à l'expérimentateur de définir un seuil au-dessous duquel on va dire que le patient va vivre, et au-dessus duquel on va dire que le patient va mourir. Et ce qu'on se rend compte en regardant le tableau, c'est que ce choix du seuil, il change absolument tout. Par exemple, si on regarde la première ligne, on voit qu'en prenant un seuil assez bas, à 0,22, on est trop permissif. On détecte très bien les personnes qui vont effectivement mourir, mais on annonce aussi un bon tiers des patients qui vont mourir alors que c'est pas le cas. Inversement, si on regarde la deuxième ligne, si on prend un seuil plus élevé, par exemple à 0,4, on baisse drastiquement le nombre de faux positifs, mais du coup on détecte quasiment plus de vrais positifs, ce qui a peu d'intérêt. Bien sûr, pour entraîner les modèles qui utilisent de l'IA, on a besoin de données. Et heureusement pour nous, il existe tout plein de bases de données, qui sont en plus ou moins libre accès, qui ont été publiées dans la littérature, dont voici quelques exemples. Le problème principal, ça va être que ces jeux de données, ils varient beaucoup, tant dans le type des données mesurées que leur fréquence d'acquisition, ou bien dans leur qualité. Ce qui fait que toutes les bases de données de la littérature sont pas forcément adaptées pour notre application, et aussi que les méthodes qu'on développe pour une base de données sont malheureusement difficilement généralisables, elles sont assez spécifiques à la base de données qu'on utilise. Bon, on l'a vu, toutes ces applications, elles démontrent le potentiel transformateur de l'IA dans la recherche biomédicale. Mais il est très important de maintenir une approche critique, en reconnaissant à la fois les opportunités, mais aussi les limites de ces technologies. Une de ces premières limites, c'est la transparence des modèles utilisés. Si en pratique on se rend compte que les modèles d'apprentissage profond, ils ont des performances supérieures au machine learning dans certains cas, il en reste pas moins que ces algorithmes, c'est des sortes de grosses boîtes noires et qu'il est difficilement possible de savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est cette raison qui a poussé certains chercheurs à encourager plutôt l'utilisation de modèles transparents, surtout dans le cadre de la recherche biomédicale où les enjeux sont parfois de vie ou de mort et où la compréhension du raisonnement derrière une décision, elle est cruciale. Une seconde limitation, c'est que les résultats des modèles reposent essentiellement sur les données d'entraînement. Et donc c'est un problème lorsque ces données sont pas bonnes. On a par exemple eu le cas assez récemment avec la plateforme d'IBM, qui a mis en ligne un service d'aide à la décision dans le traitement du cancer, et ce service a recommandé des médicaments potentiellement très dangereux à des patients simplement parce qu'ils avaient été mal entraînés. En fait, ces données d'entraînement, c'était un jeu de données qui était trop petit, et en plus qui était constitué en grande partie par des données synthétiques et non par des données de patients réels. Également, les résultats de l'algorithme, elles peuvent refléter des biais cachés dans les données d'entraînement, qu'on n'aurait pas vu à l'avance.
Ça a été révélé dans un article assez choc qui a été publié dans Science et qui décrit comment un algorithme de santé utilisé pour des millions de personnes aux États-Unis avait des gros biais ratios dans ses résultats d'aide au traitement. En fait, l'algorithme, il avait associé les coûts de santé comme indicateur de besoins en matière de santé. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, les minorités ethniques, elles dépensent historiquement moins d'argent dans leur santé pour des raisons socio-économiques. Résultat, à besoin de traitement égal, l'algorithme, il a conclu qu'une personne de minorité ethnique était en meilleure santé. Et du coup, qu'elle n'était pas prioritaire pour recevoir des soins. Donc voilà, il faut avoir conscience qu'il y a des problèmes potentiels dans les données d'entraînement qui sont pas forcément visibles, et donc malheureusement difficilement prévisibles. Enfin, les résultats qui sont issus d'articles utilisant de l'IA sont souvent peu reproductibles en raison de la difficulté d'obtention des données, ou bien simplement parce que la méthodologie est peu ou pas décrite. C'est évidemment un frein qui est assez important pour l'état de la recherche en général, mais aussi pour la confiance qu'on peut accorder à ces études. Toutefois, malgré ces limitations, l'IA ouvre clairement de nouvelles perspectives pour la recherche biomédicale en général et l'anesthésie-réanimation en particulier. La médecine personnalisée et prédictive, c'est l'un de ces domaines qui est les plus prometteurs. L'IA, elle pourrait permettre, par exemple, de prédire avec une grande précision les réponses individuelles aux anesthésiques, ce qui peut réduire les risques de complications. Pour ce faire, les algorithmes d'apprentissage, ils pourraient intégrer des données personnelles, que ce soit génomiques, cliniques ou environnementales, pour optimiser les protocoles anesthésiques de manière individuelle. Ça reste bien sûr un défi pour l'instant, parce que les modèles ils sont souvent génériques et non pas spécialisés pour un individu ou une population. Une seconde perspective, mais aussi un second défi, c'est de réussir à intégrer l'IA directement au sein de la pratique clinique. Alors, pour rappel, l'IA doit toujours rester un outil au service du clinicien, le clinicien doit avoir le dernier mot, mais tout de même, on pourrait penser que l'IA a sa place dans la pratique clinique. Par exemple, l'IA pourrait jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité des patients. On peut penser à des systèmes de surveillance continue, où on a une intelligence artificielle qui détecte précocement les détériorations de l'état des patients et qui essaye de prévenir les événements indésirables. Dans le cadre des systèmes de décision, l'IA pourrait aussi permettre d'augmenter la précision et la rapidité des diagnostics. Enfin, la formation des chercheurs et des cliniciens, c'est un défi majeur pour l'intégration de l'IA en anesthésie-réanimation. Pour l'instant, il y a quelques chercheurs qui regrettent que l'engouement autour de l'intelligence artificielle se fasse au détriment de la rigueur et de la qualité qu'on pourrait attendre d'études impliquant de l'IA. En pratique, l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle nécessite une bonne approche, rigoureuse et multidisciplinaire. Les chercheurs, ils doivent non seulement maîtriser les aspects techniques de l'IA, mais aussi être conscients des implications éthiques et des défis méthodologiques associés à son utilisation. Et pour ce faire, des collaborations interdisciplinaires, donc entre cliniciens et ingénieurs par exemple, et de longue durée, elles permettraient de garantir la validité et l'impact de l'IA dans le domaine de la santé. Pour conclure, le potentiel de l'IA dans la recherche biomédicale est considérable. L'IA, c'est pas seulement destiné à remplacer le jugement clinique, mais au contraire à l'augmenter. Et en tant que futur anesthésiste réanimateur, vous serez aux premières loges de cette transformation et votre rôle sera essentiel pour avoir une intégration judicieuse de cette technologie, déjà dans votre quotidien, pour votre pratique quotidienne, mais aussi pour améliorer le soin aux patients. Nous vous encourageons donc à rester curieux, critique et engagé dans ce domaine en constante évolution. Voilà, c'en est tout pour ce cours. Vous pourrez retrouver sur cette slide une liste non exhaustive, mais qui couvre quand même l'ensemble des domaines discutés, avec des références bibliographiques si vous souhaitez creuser certains sujets en particulier. Vous pouvez également trouver ici nos adresses mail si vous souhaitez nous poser des questions.